Hum, Voilà, bonsoir. J'ai porté les lunettes aujourd'hui, hein. Je porte un peu les lunettes aujourd'hui pour essayer de jouer un peu au Donman. C'est très important, on joue un peu au Donman, vous voyez un peu, non? Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas combien vous êtes, est-ce que vous êtes déjà même connectés comme il faut? Attendez, je vais regarder d'abord avant qu'on ne commence, parce qu'on ne peut pas commencer si on n'est pas déjà assez nombreux. Donc, ben voilà. Bon, d'accord. Oh, comme d'habitude, peut-être qu'il va toujours falloir que je me répète, mais je ne me répète pas. Vous faites comme vous voulez. Je passe mon message. Donc, si vous voulez garder le message pour vous, tant mieux. Si vous ne voulez pas garder le message pour vous, tant mieux toujours. De toutes les façons, je passerai toujours le message. Alors, bonsoir à tout le monde. Vous avez vu, samedi soir, on devait recevoir une dame. Attendez, je retire même les lunettes là, c'est mieux. Parce qu'il y a le projecteur en face de moi. Ça envoie la chaleur et en même temps, ça envoie la lumière dans mes yeux. Alors, samedi, lors de la grande messe, on devait recevoir une dame qui devait venir, n'est-ce pas, nous parler de ce qu'elle a vécu, n'est-ce pas, de la négligence au niveau des petits hôpitaux qu'on a et des petits médecins que nous avons également. Cette négligence qu'elle a vécue, qu'elle avait même aussi vécue auparavant, qui aurait coûté, qui lui aurait vraiment coûté beaucoup. Elle devait intervenir dans la grande messe. Malheureusement, elle n'a pas pu. Excusez-moi. Donc, du coup, nous nous sommes arrangés qu'elle pourra venir ici, là, nous raconter un peu ce qu'elle a vécu pour que vous également, vous partagez avec vos proches afin de savoir comment est-ce que ça se passe généralement là-bas, chez nous, au pays. C'est-à-dire, les médecins ont peur des malades. Ils ont peur de prendre les malades en charge. Ils ont peur de prendre soin des malades. Ils regardent les malades comme si les malades, c'est les démons. Et ça, c'est des affaires vraiment très graves. En attendant, je ne vais pas encore trop bavarder, mais je vais plutôt vous mettre une petite vidéo d'introduction. Avant la vidéo d'introduction, je vais vous rappeler que actuellement dans nos prisons, c'est grave. Et on parle de ça ici depuis un certain bout de temps. Il faut décongestionner les prisons. Sinon, ce sera un autre foyer de contagion. C'est très grave ce qui se passe dans nos prisons déjà qui sont surpeuplées. Vous voyez une prison qui a été prévue pour 900 personnes. On se retrouve avec 9000 personnes à l'intérieur. Et on détecte des cas de coronavirus parmi les détenus, si bien qu'il y a des morts. Et le plus grave, c'est qu'on prend les morts, on part les entasser dans les douches, là où les gens se lavent. On ne sait pas très bien ce que ce régime autoritaire et totalitaire veut. Tout leur problème, c'est Maurice Kamto. S'occuper des Camerounais, même la tâche sur laquelle ils se sont accrochés, ils ne peuvent pas. Tout leur problème, les débats télé, et monter descendu, c'est Maurice Kamto qui est leur problème. Alors, je vais vous passer, comme à l'accoutumée, une petite vidéo que nous allons tous écouter ensemble. Comme ça, là, vous allez essayer aussi de comprendre, comme moi, j'essaie de comprendre tous les jours. À tout à l'heure. Le 29 janvier 2020, le coronavirus en Afrique, c'était ça. Le 29 février 2020, c'est devenu ça. Un mois plus tard, l'Afrique totalise plus de 5255 cas, 172 morts dans plus de 40 pays et les spécialistes sont unanimes, ces chiffres vont augmenter. Il y a des porteurs sains, des gens qui ont les virus et qui ne peuvent pas exprimer la maladie. Donc si on ne limite pas le mouvement de ces personnes, le virus va continuer à circuler et ça va aller de pire en pire. Qu'attendent les pays africains pour limiter au maximum les mouvements de leur population et prendre les mesures drastiques avant qu'il ne soit trop tard ? L'alerte est venue de l'OMS. We have seen how the virus actually accelerates after a certain tipping point. So the best advice for Africa is to prepare for the worst. Certes, plus de 13 pays africains ont depuis fermé leurs frontières. Certains, comme le Sénégal ou la Namibie, sont même allés jusqu'à déclarer l'état d'urgence. Le Zimbabwe, qui pourtant traverse une crise économique grave, a déclaré l'état de catastrophe nationale. Et l'Eswatini a qualifié la pandémie d'urgence nationale. Mais les autres, plus d'une trentaine de pays, qu'attendent-ils ? Dans la situation actuelle, il faut réfléchir par l'excès. Au début de l'épidémie, ceux qui l'ont pris à la légère, on voit aujourd'hui les conséquences. L'erreur à ne surtout pas reproduire nous vient droit d'Italie et de France. Dans une lettre ouverte, la journaliste indépendante Arianna Poletti n'hésite pas à dire que la plus grosse erreur que l'Europe a faite, c'était de se croire intouchable.
Résultat aujourd'hui, l'Italie enregistre plus de morts que la Chine, qui était pourtant l'épicentre de la pandémie. Don't assume your community won't be affected. Prepare as if it will be. But there is hope. L'espoir nous vient notamment d'Asie. D'abord de Corée du Sud, qui a réussi à contenir le Covid-19 sans confinement. Mais on sait aussi qu'elle a tiré les leçons de l'épidémie du SRAS de 2003 et a utilisé des moyens technologiques et des tests massifs que l'Afrique n'a pas. Reste donc l'autre exemple, qui vient de là où tout a commencé, la Chine. Le pays a réussi à contenir le virus en imposant des mesures draconiennes, dont le confinement de villes, voire de provinces entières. Il n'y a donc plus de doute. La pandémie peut être freinée, mais le danger et l'urgence ont visiblement changé de camp. On voit l'épidémie Covid passer en Europe, en Amérique du Nord. On voit que tout le monde est en retard, en fait. Ce qui fait le plus peur, c'est que contrairement aux autres pays en Asie, en Europe ou en Amérique du Nord, l'Afrique est encore moins équipée et donc plus vulnérable. Problème des ressources, problème d'infrastructures, problème d'hôpitaux. L'Afrique n'arrivera pas à mobiliser le nombre de lits de réanimation nécessaires pour faire face aux malades qui auront besoin de réanimation. Les quelques lits de réanimation en Afrique, c'est dans les capitales. Mais le Covid, il va au-delà des capitales. La réalité, c'est que même dans les capitales, il n'y a pas assez de lits de réanimation. En plus de ça, il faudra quand même aussi du matériel adéquat parce qu'en fait, nous sommes dans un contexte d'épidémie. Donc, il faut s'attendre à avoir une grande population de personnes atteintes et également que le personnel soit formé. On est donc face à des pays qui ne sont pas suffisamment équipés, n'ont pas assez d'hôpitaux, mais qui prennent des mesures au compte-gouttes en attendant que la situation empire. La mortalité qu'on rapporte dans les pays les plus équipés risque en Afrique d'être au-delà de celle qui est observée aujourd'hui en Europe, qui est observée en Chine. Si le scénario catastrophe est envisagé, c'est parce que les médecins craignent une propagation à grande échelle, avec des gens qui vont et viennent comme si de rien n'était. Et c'est en cela qu'il faut vraiment être très attentif et prendre des mesures conséquentes. Et au-delà de ça, il est comparable à d'autres virus en termes de structure, mais c'est un virus qui est tout à fait nouveau sur lequel on a très peu de connaissances. Il n'y a pas de médicaments spécifiques pour faire face, il n'y a pas de vaccin, et donc il faut le prendre au sérieux. Selon l'université américaine Johns Hopkins, plus il y a distanciation sociale, moins il y a contamination et décès. C'est ce que le Washington Post a simulé dans ces deux graphiques. Dans le premier cas, il n'y a aucune mesure de distanciation entre personnes malades et non malades. Très vite, le nombre de malades augmente et la maladie se répand, sauf si vous avez assez de ressources pour soigner les malades, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique. Dans le deuxième cas, il y a quarantaine forcée, comme en Chine, ou distanciation sociale, comme en Corée du Sud. Aucune technique ne garantit un succès absolu. Mais elles ont au moins le mérite d'éviter au maximum de personnes d'entrer en contact et donc de potentiellement endiguer la propagation du virus. Mais l'avocat humanitaire zimbabwéen Karsten Noko fait remarquer que la distanciation sociale est un luxe que très peu d'Africains peuvent se permettre. Travailler depuis la maison ? Oui, mais déjà, combien d'Africains ont un travail avec possibilité de travailler à distance ? Car selon l'OIT, plus de 70% d'Africains se débrouillent dans l'informel. Et donc, comment la vendeuse de tomates et le vendeur à la sauvette du marché sont censés travailler à distance, en sachant que c'est leur seule façon de nourrir leur famille? C'est ce qui inquiète par exemple en Guinée-Bissau, où le gouvernement a décidé de fermer tous les marchés de rue. Autoconfinement ? Oui, mais comment vous faites si vous vivez dans un bidonville où une dizaine de familles se partagent les mêmes toilettes et puisent de l'eau non potable dans un même puits? Pour Karsten Noko, en Afrique, l'auto-isolement n'est qu'un mythe. Il va donc falloir trouver des solutions africaines, mais les trouver vite. Parce qu'en plus, les pays africains doivent lutter en même temps avec des maladies et phénomènes tout aussi dangereux, voire plus meurtriers que le Covid-19. Il y a toutes les autres pathologies sur lesquelles il faut rester très vigilant. J'ai cité le paludisme dans le Sahel, j'ai cité aussi la malnutrition, qui est un problème sérieux dans cette région. On sait que la malnutrition va avec un trouble d'immunité, une baisse d'immunité. Sans oublier que c'est bientôt la saison des pluies dans certaines régions. Avec la pluie, il y a la saison des palus et la période qu'on appelle la période des soudures. Et pendant cette période-là, les hôpitaux sont régulièrement, année après année, affectés, bondés. Autre chose,
Partout ailleurs dans le monde, les chercheurs s'activent pour trouver un vaccin ou un médicament. Qu'en est-il de l'Afrique? Où sont les chercheurs africains? Je pense que c'est l'occasion. Il faut que l'Afrique investisse beaucoup plus sur la recherche, que l'Afrique fasse le plaidoyer nécessaire pour que les multinationales qui font de la recherche s'investissent aussi en Afrique. Et les spécialistes africains l'ont déjà prouvé dans le passé. Ils peuvent trouver des solutions locales, même dans des conditions les plus difficiles. Longtemps, on a dit que l'Afrique, dans nos conditions, on ne pouvait pas, mais tout récemment sur Ebola, on l'a démontré, monter des études cliniques dans les conditions de guerre et dans les zones les plus reculées du monde. L'Afrique va-t-elle atteindre le point de non-retour pour agir? Face au coronavirus, ne vaut-il pas mieux agir efficacement et agir maintenant? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Agi+ Français. Et pour suivre d'autres vidéos sur le coronavirus, cliquez là. Voilà. J'espère que vous avez suivi cette vidéo. Moi, je vais d'abord afficher un peu l'image des prisons comme ça là chez nous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais d'abord encore vous faire la doctrine. Les gens me disent souvent, même en inbox, quand ils m'envoient des messages privés, ils me disent souvent qu'on a constaté qu'il y a beaucoup plus de sardinats dans des direct live que des combattants. Je dis, c'est certainement parce que je ne comprends toujours pas pourquoi. Vous êtes 1043 personnes à regarder actuellement, mais avec seulement 300 personnes qui ont partagé. Donc, ça veut dire qu'il y a 700 sardinats qui sont en train de me regarder là. On fait comment? On regresse au lieu de progresser. Je veux comprendre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. On lance une émission pour informer, pour réveiller le peuple. Soit on veut que le peuple se réveille, et pour ça, il faut conjuguer nos efforts. Soit on ne veut pas que le peuple se réveille, et puis vous nous dites on se calme, parce que je vous dis sérieusement, je me décourage. Je me décourage à cause de votre comportement. La lutte, ce n'est pas pour nous seulement. La lutte, c'est pour toutes les personnes qui doivent être réveillées. Il y a beaucoup de choses dont les gens ne sont pas au courant. Je vous parlais du lien de la tontine, par exemple. Si vous tontinez et que vous ne partagez pas le lien à vos amis, vous avez tontiné vous seul. Par contre, vous devez distribuer le lien autour de vous pour que vos amis puissent aussi tontiner. Et quand on se lève pour venir passer un message devant vous, vous devez faire tourner le message. Est-ce que je vais me répéter chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque temps, chaque temps, chaque temps? Ça fatigue. Ça ne m'encourage même pas à parler parce que je ne vais pas venir là. Ça ne m'encourage pas, en fait. Ça me décourage. Ça me décourage. Je n'ai même plus envie de parler. Je ne suis même plus inspiré. Parce que tellement je regarde, je vois l'inertie. Ce n'est pas vous qui êtes connectés qui m'intéressez. C'est les gens à qui vous passez le message qui intéressent. On vous a déjà dit ça fatigué. Quand vous passez le message, même s'ils ne regardent pas maintenant, ils regarderont plus tard. C'est de ça qu'il est question. On a créé un syndicat des partagés ici, c'est devenu du n'importe quoi. On peut coller, copier du n'importe quoi qui n'ont rien à voir avec le combat. On vient colon. Et pourtant, il y avait une ligne de conduite à suivre. Il y a 3 personnes qui vont mettre le lien dans le groupe et le reste de personnes vont juste partager le lien dans les différents groupes Facebook et consorts. On rend l'information virale. Quand on rend une information virale, il y a une réaction après. Mais quand on garde l'information pour nous, ça ne sert à rien. Si je voulais garder les informations que j'ai pour moi, je ne viendrais pas vous dire. Je ne viendrais pas sur les réseaux sociaux me mettre là, mettre ma vie en danger et comme beaucoup d'autres combattants également. On ne viendrait pas ici là s'afficher et parler. On devait garder l'information pour nous, on reste tranquille. Tous les jours, on va toujours dire la même chose. Ce qui nous tue, en fait, c'est l'inertie. Ce qui nous tue, c'est le manque de tact. On doit réagir du tic au tac. On réagit, on ne va pas répéter la même chose tous les jours. Parce que lorsque vous vous comportez comme ça, il faut qu'on vous dise des vérités. Lorsque vous vous comportez comme vous vous comportez là, ça veut dire que ce que nous on fait n'est pas important, ce n'est pas très important. Donc lorsque on ressent que ce qu'on fait n'est pas très important, on se décourage. Au fur et à mesure, on se décourage. Et après, finalement, on va vaguer à d'autres occupations et puis voilà, c'est comme ça. Vous voyez que maintenant, je prends 5 minutes encore pour vous rappeler quelque chose qui a rappelé 1000 fois. Il est inadmissible, c'est inadmissible qu'il y ait autant de monde connecté, mais personne ne fait tourner le message. Ça sert à quoi?
Vous pouvez être 10 000 connectés là, mais si vous n'avez pas fait 10 000 partages, ça ne sert à rien. Parce que chaque personne qui vient se connecter doit partager le message autour de lui. Depuis 3 ans, je ne fais que répéter la même chose depuis 3 ans. 3 ans. Vous-même, mettez-vous à ma place. Le temps, l'énergie, la fatigue, la maladie, tout ça, toujours pour venir répéter la même chose. Vous ne voyez pas que ça fatigue? Ça fatigue. En attendant, il y a le lien de la tontine qui est épinglé là. Je pense qu'il faut d'abord tontiner avant que je continue. Des gens font comme si Max, lui, vient seulement là parce qu'il veut qu'on le voit. On m'a déjà tellement vu, je suis fatigué même qu'on me voit. Donc, si vous pensez que si vous ne faites pas tourner le message, vous me faites du mal à moi, vous vous trompez. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Et je dis à ceux qui... Quand on aura fait l'essentiel, je relance. Pour le moment, je ne parle même pas. Je pense que je vais commencer à faire comme ça là aussi. Que chacun apprenne à prendre ses responsabilités. Bon, je vais contacter la dame. Je ne parle pas. Il y a le lien. Pendant que je ne parle pas là, non, il y a le lien. Chacun peut d'abord aller mettre d'abord sa petite tontine. Et ensuite, il fait le tour de partage parce que les gens qui vont venir se connecter également, certains ne seront pas au courant peut-être qu'il y a la tontine. Chacun va aussi venir cliquer sur le lien et tontiner. Donc, essayez de faire tourner. Ensuite, vous partagez le lien de la tontine. Le lien est épinglé, je pense. Donc, il faut tontiner, s'il vous plaît. Le temps que la dame arrive, je ne veux même pas parler. Vous me découragez. Je n'ai pas envie de parler. Si vous êtes assez nombreux, je vais parler. Voilà, bon, excusez-moi, voilà, excusez-moi les gars, je faisais un peu un petit coup de gueule, vous savez que c'est mon habitude. Bon, en attendant que la dame arrive, bien évidemment, on va un peu parler de notre père, Maître Achou. J'ai un petit message à lui passer, à Maître Achou, c'est très important. J'ai un petit message à lui passer, et si quelqu'un le connaît là, que la personne aille le biper, voilà. Voilà, dès que j'ai parlé, vous tous, vous avez partagé. Voilà, 1500 personnes connectées, 1327 partages. Ya, les Camerounais, vous-même, vous-même vous dérangez. Ya. Donc, comme j'ai parlé là, vous avez couru, chacun est parti partager. Pourquoi est-ce que vous ne partagiez pas avant? Ah, franchement. Bon, bref. En tout cas, de toutes les façons, je ne parle plus trop. Bien. J'étais en train de dire, ou alors j'étais de disant que s'il vous plaît, quelqu'un peut aller me biper Maître Achou, je vous en prie, pour que je lui dise un peu quelques petits mots très simples. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Évitons d'être très agressifs des fois. Parfois, même quand quelqu'un est en train de vouloir nous contredire, même s'il n'a pas des arguments convaincants, le plus important, c'est de lui faire comprendre qu'il se trompe. Et même s'il ne veut pas comprendre qu'il se trompe ouvertement, il va comprendre après réflexion. Mais la façon de se prendre parfois, ça pousse les gens à devenir nos ennemis. Maître Achou, c'est quelqu'un qui a toujours eu des observations vraiment dans le sens de la progression de notre lutte, bien évidemment. Même si eux, ils ont toujours un sentiment anti-Maurice Kamto, ça les regarde. Mais des personnes comme ça, il faut leur répondre avec du tact. C'est très important. Si je ne me trompe pas, Barista Achou, ce sont des papas qui ont toujours essayé de nous montrer qu'ils luttent ou alors qu'ils luttaient pour le changement dans notre pays. Aujourd'hui, ils sont en train de demander au président élu de respecter une certaine constitution. Ils sont en train de demander au président élu de respecter certaines lois. C'est quand même étrange. Parce que si j'ai bonne mémoire, en 2008, je n'ai pas vu Maître Achou s'acharner
comme il est en train de s'acharner depuis ces 3 jours-ci-là, lorsque Paul Biya a modifié la Constitution pour se représenter, alors que normalement la Constitution de 1996, c'était 97, interdisait formellement cela. Voilà, donc la dame, elle est déjà là. Donc, on va la prendre pendant peut-être 15 ou 20 minutes et après, je vais revenir. Je vais donner une petite réponse très simple à Maître Achou. Je vais l'ajouter directement à l'écran. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment tu vas aujourd'hui? J'espère qu'il n'y a pas trop de stress. Il y a plusieurs personnes, il y a 1700, presque 1800 personnes qui sont connectées là, qui sont vraiment curieux d'écouter, n'est-ce pas, ce que tu as vécu. Et je tiens déjà à vous rappeler, avant que la dame n'intervienne, que c'est une dame qui est très courageuse, parce que je lui ai dit, en venant sur mon plateau, les risques auxquels elle s'exposait, elle m'a dit qu'elle veut le faire, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Alors, j'ai admiré vraiment son courage et pour ça, je l'en félicite encore, bien évidemment. Maintenant, nous sommes vraiment curieux de savoir exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas, lorsque tu t'es rendu à l'hôpital. Est-ce que tu peux d'abord te présenter un peu là et ensuite tu nous fais la petite narration? Bonsoir tout le monde qui nous regarde. Je m'appelle Bandelo Marie Nathalie. Je suis maquilleuse. J'habite le quartier Tergal. Bon, le 23, bon, disons que avant de me rendre à l'hôpital Tergal, j'étais déjà malade depuis plus de 3 jours. Donc, le 23, le 22 dans la nuit, ma maman me demande d'aller à l'hôpital parce que je l'avais expliqué comment je me sentais. Elle me dit, mais tu fais les symptômes du COVID-19. Je lui dis que j'ai la fièvre, la toux, la gorge sèche, les courbatures. Elle me dit qu'il faut aller à l'hôpital. Bon. Le 23, le matin, je vais à l'hôpital. J'arrive, bon, je m'étais dit, bon, parce que je suis d'abord partie sur Internet, je me suis renseignée. C'est le nom de l'hôpital Tergal que j'avais vu sur Google, en fait. Parce que ce n'était pas encore trop pris ça n'avait pas encore pris cette ampleur. Bon, je suis donc allée à l'hôpital Tergal. Je me suis dirigée vers le laboratoire parce que je me disais qu'on faisait les tests de COVID-19. J'arrive au laboratoire, j'avais mis mon pull vert là. Je demande à les 2 infirmières qui étaient assises, Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on fait les tests de COVID-19 ici? Elles se mettent à rire. C'est une autre personne qui vient me dire non. Donc, je ressors, donc, comme j'avais beaucoup de fièvre, j'étais presque à 40 de fièvre. Je me dis, si je veux qu'on me prenne vraiment rapidement, il faut que j'aille aux urgences. Je pars aux urgences. Il m'accueille d'abord bien aux urgences. Madame, qu'est-ce qui se passe? Je commence à expliquer. À peine je finis d'expliquer ceux qui avaient baissé leurs masques, ont remis les masques. Donc, ça a commencé à... Les gens ont commencé à s'agiter autour de moi. Tout le monde avait disparu. Il y a un médecin qui... ont disparu. Oui, tout le monde. Donc, tout le monde est parti. Il y a un autre médecin qui est venu. Il m'a fait asseoir sur le lit. Il m'a demandé, asseyez-vous. Vous dites qu'est-ce qui se passe? Je lui dis encore la même chose. Il ressort, il part. Je suis restée là même plus d'1 heure de temps. Ils ont envoyé une infirmière là qui s'est placée à une bonne, peut-être même à 5 mètres. M'appelait avec le doigt, comme viens ici. Elle ne parlait plus, elle avait derrière son masque, les gants sans parler du désinfectant qu'on versait derrière partout. Elle me fait le signe, viens. Elle me montre la sortie, que je sorte. Je sors tranquillement. Devant les urgences, je vois l'ambulance. On me fait le signe de monter dans l'ambulance. Je monte dans l'ambulance. Ils ne m'ont même pas dit qu'ils m'amènent à la Quintini. Bon, je me suis retrouvée à la Quintini. À la Quintini, ils m'ont toujours laissé dans l'ambulance. Le monsieur qui m'avait posé les questions à l'hôpital et le chauffeur de l'ambulance. Ils étaient 2, le chauffeur de l'ambulance et ce monsieur-là. Ils sont descendus. Ils sont allés causer, je ne sais pas avec qui, en bas là-bas. Mes amis, je n'ai jamais vu le docteur
de la Quintini. Et lui-même, dans son fort intérieur, il sait qu'il ne m'a jamais vu avec les yeux. Donc, ils finissent de parler là-bas au moins 1 heure, hein, plus d'1 heure même. J'étais dans l'ambulance, j'avais même déjà sommeil. Il remonte, parce qu'ils étaient assis devant, il remonte dans la voiture, il me dit, Madame, vous habitez où? Je lui dis, j'habite à Taïgal, près de l'hôpital là-bas. Il me dit, ok, bon, Madame, c'est comme si, bon, regardez, demain on va venir chez vous, on va venir vous faire les tests. Il a pris mon contact, il m'a prescrit Fervex avec 3 comprimés pour la toux. J'ai encore les paquets de ça là. Ils sont venus avec l'ambulance, ils m'ont déposé devant ma maison. Même mon carnet, même, ils ne m'ont pas remis. Je suis descendu, ils sont partis. Je ne me suis pas plaint pour mon carnet parce que, comme ils ont dit qu'ils vont venir après, 2 jours, 3 jours, personne. C'est ma mère qui m'avait prescrit les médicaments du palu et pour la typhoïde. C'est comme ça que moi, je me mets sur traitement. Je commence à prendre tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on disait que faire, je faisais aussi seulement. Le 9, jeudi, une première personne m'appelle. Allô, vous êtes Madame Bandolo? Je dis oui. C'est pour le COVID-19. Je demande que le COVID-19 a fait quoi? Il faut que vous venez faire vos tests. Je dis que mais vous appelez si je suis morte ou bien vous appelez pour que j'aille faire les tests. C'est comme ça que je l'avais dit et j'ai raccroché. Donc, excuse-moi un peu, je veux comprendre quelque chose, s'il te plaît. Alors, tu t'es rendu à l'hôpital Oui. de toi-même. Tu arrives à l'hôpital, Oui. tu dis les symptômes que tu as, tous les infirmiers prennent la poudre d'escampette. Ensuite, on te met dans une ambulance, on te trimballe d'un hôpital à un autre où tu ne rencontres même pas de docteur. Après, on porte l'ambulance, on te ramène chez toi. Oui. Et pour t'appeler quelques jours plus tard et te demander au téléphone de revenir pour faire les tests. Et s'il vous plaît, j'ai bien spécifié au médecin que mon mari était malade et les gens de mon entourage, parce que j'avais raconté une histoire au médecin lui disant que mon mari était en boîte, même ses amis sont malades. Vous comprenez? Voilà, et je l'avais bien spécifié, l'autre là. Excuse-moi, je fais vite le petit récapitulatif, s'il te plaît. Donc, tu es allé à l'hôpital présentant des symptômes d'une maladie qui se veut contagieuse même par les voies aériennes. Ça veut dire que tu peux être en contact avec tes voisins et tout cela. Et puis voilà. Donc, tu arrives à l'hôpital. Les docteurs constatent que peut-être ça peut être ça. Ils ont les moyens de te faire un test. Ils ne le font pas. Ils te ramènent chez toi. Le chez toi où tu es susceptible de contaminer et ta famille et tes voisins et tout. Ils te ramènent chez toi et ils te disent qu'ils vont t'appeler. Ça dit, maintenant, l'hôpital, c'est devenu genre, on ne sait pas, on prend rendez-vous quelque part. Bon, bref, je ne veux pas trop parler pour te couper le fil de tes idées. Je voulais juste essayer de comprendre un peu. Franchement, vas-y, continue. Tu es arrivé à la maison, ils t'ont appelé, tu as raccroché. Bon, en passant 10 jours après qu'ils m'ont déposé, 10 jours, peut-être 7 jours, 7 ou 10 jours après qu'ils m'ont déposé, ils ont enlevé ma mère au travail. Ma mère m'appelle au téléphone, elle me dit ceci, s'il vous plaît. Nathalie, on m'a renvoyé du travail parce qu'on dit que tu as le COVID-19. J'ai dit à maman que ça signifie quoi? On t'a mis en quarantaine ou on t'a renvoyé au travail. Maman me dit, on m'a renvoyé. On a mis mes collègues en quarantaine, mais moi, on m'a renvoyé. J'ai dit à maman que, bon, j'ai compris. Je suis restée tranquille. L'affaire, ça a commencé à bouillir dans ma tête. Je n'ai même pas voulu. Maman m'a dit que non, ne pense pas trop à ça. On chasse ma mère au travail parce que j'ai le COVID-19. Donc, les gens là savaient le jour là que j'ai le COVID-19, mais ils sont quand même venus me déposer devant chez moi. Je n'ai qu'à aller tuer les voisins, je n'ai qu'à aller tuer les gens autour de moi. C'est comme une bombe qu'on relâche en plein marché, quoi. Après, on verra les dégâts que ça va faire. Donc, c'était ma colère. Je suis restée tranquille. C'est quand ils m'appellent dans la deuxième fois, ils m'appellent pour que j'aille refaire ce même test de COVID-19. Je leur réponds que je ne fais rien. Ils appellent ma mère, ils mettent la pression à ma mère pour que ma mère vienne me convaincre d'aller faire le test de COVID-19.
Je n'ai pas le problème avec le test de COVID-19. J'ai le problème avec l'approche. Ils disent à ma mère que oh, si ta fille refuse de faire le COVID-19, ça n'engage que toi parce que si elle fait le test à son négatif, on va te reprendre au travail. C'est ça qui a tourné dans ma tête. Donc, maman, c'est moi ou toi. C'est ce que j'ai dit à ma mère quand on dit que j'ai crié dessus à ma mère parce que je suis partie devant l'hôpital pour expliquer à ma mère que moi ou toi qui travaille à l'hôpital, c'est moi qu'on doit faire le test ou bien c'est toi. Toi et moi, depuis que je suis malade, on s'est déjà vu. J'ai encore revu, je vous précise bien que j'ai encore revu ma mère depuis que je suis tombée malade. J'ai encore revu ma mère rien que le jour où on m'a appelé pour le deuxième test de COVID-19. Mais on l'a quand même enlevée au travail, dit qu'elle était en contact avec moi. Voilà donc ma colère. C'est là où je décide de faire une vidéo pour demander l'avis de chacun que je poste sur Facebook. Vous-même, vous connaissez la suite. Alors, madame, ce que je veux comprendre maintenant, n'est-ce pas, parce que quand on s'est eu au téléphone, tu m'as expliqué tes motivations et tout ça. J'aimerais que tu expliques les mêmes motivations ici, là, aux 2800 personnes presque qui sont en train de nous regarder actuellement. Ce n'est pas la première fois que tu es victime de cette négligence au niveau médical. Est-ce que tu peux essayer juste, je vois que c'est un mauvais souvenir, je sais, mais est-ce que tu peux essayer de nous dire un peu, à peu près, un petit résumé de ce qui s'était passé avant ça et qui te met aussi en colère? En 2017, le 26 décembre 2017, j'avais une petite fille de 5 ans. Elle commence à chauffer brusquement. De 16h à 18h, 19h, elle convulse. Je l'amène d'abord dans un petit centre de santé parce que je me disais que c'était bénin. Arrivé là-bas, je constate que ça ne se change pas. C'est là où j'appelle ma mère, j'amène l'enfant à l'hôpital Terga. J'arrive à l'hôpital Terga, il était peut-être 20h30, 20h30, 21h, s'il vous plaît. À l'hôpital Terga, maintenant, le médecin de garde la consulte. Il prescrit les médicaments. Il avait prescrit d'autres médicaments qu'on devait acheter en ville. S'il vous plaît, c'est quelque chose qui me fait mal et qui me tient vraiment à cœur. Je n'ai rien à gagner. Quand il me prescrit maintenant les médicaments, il donne, les médicaments viennent. L'infirmière qui est en charge prend les médicaments. Elle commence à injecter l'enfant, mais elle décide qu'elle n'injecte pas tout. On va injecter l'autre demain. Je dis que le médecin a demandé qu'on injecte tout ça. Elle dit que ça là, on peut injecter demain. L'enfant s'est calmé 30 minutes. Après, l'enfant a recommencé de plus belle. C'était même encore pire. C'est là où le médecin revient. Le médecin n'a pas regardé si la posologie qu'elle avait donnée avait été respectée. Il n'a pas regardé ça. Parce que moi, je sais que sa posologie n'avait pas été respectée. Elle a seulement fait un papier. Non, amenez-la à la cantine. Ma mère et moi, on porte, j'étais avec ma mère et mon mari, on porte l'enfant par la cantine. La cantine dit que non, c'est plein. La cantine dit, allez à l'hôpital militaire. Je pars à l'hôpital militaire. Ma mère portait l'enfant entre les mains. Depuis que je suis en train de parler, là, le médecin de garde de jour a été assis. Je lui dis que pardon, papa, l'enfant est en train de convulser depuis. Il me dit que va au laboratoire. Tu pars d'abord, on va prendre quoi, les examens. On va d'abord faire les examens avant qu'on touche l'enfant. Je m'en vais au laboratoire. Le monsieur du laboratoire dormait. Monsieur du laboratoire dit que, madame, ne nous stressez pas, on a déjà vu les cas comme ça ici, là. Rien ne va l'arriver. J'arrive. Le monsieur là, pour qu'il arrive, c'était au moins 1 heure de temps. Parce que quand j'ai dit même 1 heure de temps, c'est parce qu'avec le recul, je me dis que c'était 1 heure de temps, mais pour moi, c'était au moins 5 heures.
On a encore fait peut-être, c'était combien de l'enfant qu'on visait. Personne n'avait touché l'enfant. Quand il décide donc de toucher l'enfant, il me montre une salle là où je dois partir avec l'enfant. Il y avait une infirmière qui dormait sur la natte. Il y avait une natte au sol. L'infirmière là me dit que j'ai marché sur la natte avec les babouches. J'ai ma fille qui est en train de conduire entre mes mains. Elle me dit que j'ai marché sur sa natte avec les babouches, que je dépose l'enfant, je m'avais balayé sa natte. J'ai déposé ma fille, je suis allé balayer la natte. Ma fille a commencé à suffoquer. C'est là où ils sont en train de courir pour payer la réanimer. C'est ma mère qui vient lui dire que l'enfant est d'abord. L'autre dit que mettez l'oxygène à l'enfant. L'autre dit repars là-bas, que c'est toi qui commandes ici. C'est comme ça que ma fille décède. Prends ton Par temps. la grâce- Prends ton par la temps. grâce, Prends ton temps. j'ai pu remonter. Après ce cauchemar, je suis rentrée parce que, je vous précise bien, à l'hôpital militaire, ils n'ont pas été foutus de dire ce qui a tué l'enfant. Ils ont seulement mis où c'était confusion. Ils sont passés dessus. C'est passé comme ça. En 2018, par la grâce de Dieu, j'ai accouché un petit garçon. 2019, pardon. C'est mon nom. 2019, j'ai accouché un petit garçon. Novembre dernier, il est tombé malade. Je l'ai amené à l'hôpital de Tergal. Encore. Quand on quittait à la maison, il faisait 38 de fièvre. J'arrive à l'hôpital de Tergal, il était 7 heures. 10 heures, on ne l'avait pas encore touché. Jusqu'à ce que je commence à faire le scandale, je commence à crier dessus. Ma mère vient, c'est ma mère maintenant qui commence à bavarder. On me prend en charge. Quand on me prend en charge comme ça, on prend le poids de l'enfant. La fille qui prend le poids de l'enfant, elle écrit 8 kilos. Je dis à la fille là que mon bébé ne pèse pas 8 kilos. C'est vrai, il est encore trop petit, mais il pèse 12 kilos. Elle me répond, l'enfant de cette taille-ci ne fait pas le poids là. Je reste tranquille. C'est là où on prend maintenant la perfusion, on pose à l'enfant. Je vous jure, de 11h à 20h, 1, la perfusion n'était pas finie, et 2, la température était encore plus. C'est mon mari et moi, on prend les serviettes, j'ai envoyé mon mari à la maison, il prend les serviettes, on emballait l'enfant, je m'en vais, je me plains. La température ne baisse pas. Vous-même, vous connaissez le cauchemar que j'ai vu l'année passée. S'il vous plaît, venez un peu voir, ça ne va pas. On dit non, madame, ça va finir, peut-être d'ici demain, ça va aller. J'attends encore, ça ne va pas toujours, la température ne fait que baisser. J'ai dit à mon mari que je ne veux pas rester là, attendre. Je m'en vais appeler le taxi. Je vais pas appeler le taxi. On me dit, oh, si tu veux sortir avec l'enfant, ça n'engage que toi. Je les ai dit que oui, je vais sortir avec l'enfant. Parce que si je continue comme ça, il est déjà presque 21 heures depuis le matin. C'est quel genre de perfusion qui ne finit pas et que la température ne baisse pas? Je m'en vais appeler le taxi. Quand je vais sortir avec l'enfant, il y a un gardien là qui vient m'arrêter. Je ne vais pas vous mentir, ce que j'ai fait au gardien là, c'est Dieu seul qui sait. Je suis sortie avec mon enfant, je suis partie avec mon enfant dans une clinique. C'est arrivé à la clinique, on compare, on constate que le traitement qu'ils avaient donné à l'enfant, 1, n'était pas adéquat et 2, le poids n'était pas normal. C'est pour cela que la température de l'enfant ne pouvait pas baisser. Donc, vous comprenez bien là où vient ma rage. Et l'hôpital Tergal, là, c'est le même directeur, le même médecin qui est directeur là-bas depuis des années, là? Non, je pense que, je sais même pas, je ne pense pas. Lui, je ne pense pas s'il a déjà fait même 5 ans là, je ne pense pas. D'accord. Et donc, maintenant, j'aurais appris, parce que j'ai suivi la vidéo du docteur, là, il s'appelle comment, le docteur, là? Monsieur Essomba.
Oui, du docteur Monsieur Somba qui a fait une vidéo pour vous répondre. C'est-à-dire pour essayer de vous contredire. J'ai écouté sa vidéo, ça ne m'avait pas l'air sincère. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche à se justifier. Déjà, le fait que quelqu'un vienne chez vous, étant malade, vous reportez la maison, la personne vous ramenez à la maison, alors que vous savez très bien que la personne est en train de présenter des signes, n'est-ce pas, d'une pandémie qui est en train de faire des ravages. Vous aurez dû peut-être recevoir la personne, mettre la personne en quarantaine, faire des tests, voir si effectivement la personne a été atteinte de cette pandémie et maintenant essayer de vérifier l'entourage de la personne avec, c'est-à-dire l'entourage, les gens avec lesquels la personne a été en contact pour essayer d'encercler. Mais vous la ramenez à la maison, vous lui dites, allez mourir là-bas. Donc, ce n'est pas la première fois. J'ai suivi un peu le truc du docteur là, et puis bon, bref. Maintenant, il s'avère qu'ils sont en train de te menacer. Ils sont en train de menacer de déposer une plainte contre toi. Parce que je vais vous rappeler ici que cette dame a perdu son enfant à cause de négligences médicales, toujours dans ce même hôpital de Tergal. Arrête-moi si je me trompe. C'est bien ça, non? Oui. Il n'y a jamais eu de suite. Jamais eu de suite. Deuxième fois, elle a failli perdre son deuxième enfant, toujours à cause de ce même hôpital. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite. Troisième fois, c'est elle qui a failli perdre sa vie. On ne sait pas si c'était vraiment le Covid-19, on ne sait plus que tu n'as pas encore fait de test. Donc, on ne peut pas dire à 100% que c'était ça ou bien ce n'était pas ça. Mais c'est toujours la mise en danger de la vie d'autrui par le corps médical. Donc, elle a été victime à plusieurs reprises par cet hôpital, mais aujourd'hui, c'est cet hôpital qui est en train de la menacer, en train de menacer de déposer une plainte contre elle, en train d'envoyer des gens pour venir la menacer, lui demander d'aller faire la paix avec ces soi-disant docteurs qui sont responsables de la mort de son premier enfant et qui ont failli être responsables de la perte, heureusement, Dieu merci, de son deuxième enfant. C'est inadmissible. Demandez à cette dame aujourd'hui d'aller essayer d'arranger dans les bacs faire la paix avec ces gens. Au contraire, le personnel de cet hôpital doit être complètement relevé de ses fonctions et complètement changé. On doit revoir le système de fonctionnement de cet hôpital parce que ce que cette dame raconte est grave. Alors, explique-nous un peu les menaces, le genre de menaces que tu reçois depuis cette sortie-là, s'il te plaît. Depuis que j'ai fait la vidéo, il y a une juriste qui m'a sommé dans un de ses commentaires que j'aille faire demander les excuses, sinon c'est elle qui va me traîner en justice. Elle s'appelle comment celle-là? Son nom est quelque part. Il faudra m'envoyer ça. Je vais vous envoyer son nom. Ouais. En tout cas, vous aviez vu pour Monsieur David Teboutou. Si vous permettez que je relate un peu son problème avec moi aussi. Monsieur David Teboutou. Allez-y, pas trop dans les détails, mais allez-y quand même. D'accord. Monsieur David Teboutou, donc, qui avait partagé ma vidéo, m'appelle hier, il me dit, Madame, j'ai parlé, le docteur de l'hôpital m'a appelé, j'ai parlé avec lui, il m'a vraiment bien accueilli au téléphone, c'est quelqu'un de posé. Donc, à mon humble avis, je trouve que vous devez aller là-bas, vous faites la paix avec lui, vous faites une photo que vous allez m'envoyer, je vais publier. Je dis, mais comment ça? Je peux pas. Si je pars faire la paix avec lui et que je vous envoie la photo, ça signifie que j'ai menti, mais je ne peux pas le faire. Il me dit, bon, vous savez, le pays est mauvais, quelque chose peut arriver à n'importe quel moment. Je dis, monsieur David, je n'irai pas. Il me dit, le ministre est en train de harceler le monsieur là à Yaoundé, on lui demande d'aller à Yaoundé. J'ai dit à monsieur David, demandez-lui d'aller à Yaoundé. Je ne vais pas faire de cette photo. Je lui ai dit, je vous rappelle, j'ai rapproché. J'ai appelé mon grand frère en France, lui dire ce qui s'est passé. Mon grand frère l'appelle. Monsieur David ne lui laisse même pas parler. Il commence à l'insulter, machin, machin. Maintenant, monsieur David me revient. Il commence à m'insulter. Il ne voulait pas que je dise à quelqu'un qu'il m'avait appelé, il m'avait demandé d'aller faire la paix avec ce monsieur. Je lui dis que, mais monsieur David, est-ce que vous m'avez même écouté? Il fallait me demander ce que j'en pense. Il me dit que, d'ailleurs même, vraiment, je pensais te rendre service et ton grand frère est venu, il m'a mal parlé. Monsieur David commence à m'insulter.
il part inbox dans ma messagerie, il continue à écrire. J'ai dit à monsieur, lui aussi écrit, je lui ai dit que je pensais que vraiment vous étiez la voix des plus faibles, donc je constate que vous avez tourné votre veste. Il a commencé à m'insulter, je lui ai aussi insulté. Je lui ai dit que c'est un peureux, un corrompu et un mangeur de sacrifices. Il m'a menacé aussi de me porter plainte, qu'il a fait une capture d'écran des messages où je lui traite de corrompu et de mangeur de sacrifices. Je lui ai aussi dit que j'ai aussi fait une capture d'écran. Bon, c'est comme ça. Depuis là, ils utilisent ma mère, ils utilisent ma petite soeur, ils utilisent les messages que ma mère a envoyés à une autre personne pour mettre la pression sur moi. Voilà. Donc, ça veut dire que il vous a été demandé de faire la paix avec le médecin, chose que moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas quelles étaient les intentions de la personne. Peut-être la personne était de bonne foi, essayant peut-être de vous protéger ou pas, je n'en sais strictement rien, mais moi je dis, dans ce genre de cas, un lanceur d'alerte digne de ce nom doit dénoncer, parce que c'est du corps médical qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est cette femme qui est visible devant vous, mais vous ne savez pas combien de personnes ont été victimes de ces mêmes négligences qui ont amené jusqu'à la mort. Alors je trouve incongru et inadmissible qu'un lanceur d'alerte demande de faire la paix dans ce genre de cas. Je dis non. Je dis non. On ne doit pas être du côté des bourreaux, mais du côté des victimes. Un lanceur d'alerte doit lancer l'alerte et pour que la justice soit faite, il doit maintenir la pression. C'est notre travail, c'est notre rôle. Demander à cette dame d'aller faire la paix, c'est demander à cette dame de fermer les yeux sur le décès de sa fille et la négligence médicale que son fils a subie tout récemment, toujours dans le même hôpital. Est-ce que le monsieur dont vous parlez est au courant de ce que vous avez vécu auparavant? Puisqu'il n'a même pas essayé de me demander quelles étaient mes motivations. Ah, donc, il ne m'a pas demandé, même quand il a publié ma photo, il ne m'a pas demandé quelles étaient mes motivations. Donc, du coup, alors on peut sous-entendre que peut-être il était de bonne foi en voulant faire la paix pour essayer de taire. Mais même jusque-là, je dis que c'est grave. Parce que le corps médical ne doit pas simplifier des maladies. On ne doit pas négliger les personnes malades, encore moins à une période pareille. Si cette dame était vraiment contaminée par le coronavirus et qu'elle faisait vraiment la maladie et elle a tout un entourage avec lequel elle a été en contact, ça veut dire que c'est tout son quartier qui devait aussi être contaminé et qu'on sort. Et le problème, c'est qu'on doit détecter cette maladie, détecter les gens qui sont porteurs de cette maladie. À quoi ça sert alors le porte-à-porte que Manaouda Malachi, le ministre de la Santé, dit qu'il a lancé? C'est pour aller chercher les malades, non? Voilà maintenant quelqu'un qui est malade qui vient vers vous, vous le chassez, vous le ramenez à la maison. Ça, c'est des choses inadmissibles. On ne peut pas tolérer ça. Et moi, je dis, et j'interpelle ici, là, les médecins, les infirmiers et toutes les personnes qui travaillent dans l'hôpital Tergal, vous aurez affaire à nous. Vous aurez affaire à nous. S'il y a un seul cheveu qui quitte sur la tête de cette dame, ou alors qu'elle dise qu'il y a un procès, qu'on veut faire ci ou faire quoi, elle est une victime. Et au contraire, je pense même que nous devons travailler après cette pandémie dans le sens d'un dédommagement de cet hôpital. Cet hôpital doit dédommager cette dame. Et nous allons nous y atteler. Et ne pensez pas qu'elle est seule. Elle ne peut pas être seule. En tant que victime, des Monique Koumateke, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Aujourd'hui, elle parle parce qu'on la voit, mais nombreux sont dans son cas. Nombreux sont comme elle. Nombreux ont vécu même parfois pire que ce qu'elle a vécu. Donc, quand elle a le courage de venir dénoncer à visage découvert, nous, en tant que lanceurs d'alerte et activistes, nous devons la protéger et non lui demander de faire la paix avec les loups. Alors, est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez peut-être dire aux Camerounais ici là, qui nous regardent? Ils sont au moins 3500 à nous regarder là. Vous avez peut-être 10 minutes. Si vous avez un mot que vous voulez passer et tout ça. D'abord, est-ce que les menaces insistent depuis là, comme tu m'as dit? Est-ce que ça insiste? Juste,
ce dont j'ai fait part tout à l'heure. D'accord. Alors, on te laisse dire un mot. Tu as même 10 minutes. Tu prends ton temps. Claire, tu dis ce que tu as dit, un message que tu as passé, tu passes le message. J'aimerais dire aux Camerounais ceci. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de gens vivent beaucoup de choses. Il y a les enlèvements, les meurtres, beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Si chacun reste avec sa part dans son ventre, rien ne va changer. À mes risques et périls, je fais ceci. Tout le monde m'a mis en garde. Mais si au moins, en faisant ce genre de choses, on peut même changer, ne serait-ce qu'un peu, les choses iront mieux. Parce que notre cerveau est formaté pour dire, oh, c'est arrivé, la vie continue. Non, la vie ne continue pas. Ça signifie que on vit ce qu'on vit maintenant, nos enfants aussi vont vivre la même chose. Il faut, par exemple, comme dans le corps médical, si quelqu'un prête serment pour prendre soin des gens, c'est ce qu'il doit faire. Tu arrives dans les hôpitaux, pendant que tu es en train de crier, les gens manipulent les téléphones. Tu vois, on ne te gère pas. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas soigné. Les choses doivent changer et bouger. Que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Merci beaucoup. J'espère que le message est passé. Je sais que le message est passé. Ça, j'en sais quelque chose. Le message, il est vraiment passé. Et nous appelons ici là, le personnel de cet hôpital Tegal. C'est à Douala, non? Oui. D'accord. C'est quel quartier? Le quartier Tegal, c'est ça? Oui. D'accord. Nous appelons le personnel là, à prendre ses responsabilités et à prendre son travail au sérieux. De toutes les façons, vous aurez de nos nouvelles. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et surtout, soyez vraiment, mais alors vraiment courageuse. Et encore, surtout, dès que vous recevez un message de menace ou n'importe quoi, envoyez-nous, s'il vous plaît. Nous allons faire notre travail. Ok, merci. Ok, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Franchement. C'est déplorable. C'est complètement déplorable. Et c'est ce que les gens vivent dans ce pays que vous voyez là. C'est ce que les gens vivent. J'aime afficher cette photo parce qu'il faut que vous voyez bien cette photo-là. C'est dans nos prisons. C'est comme ça que les gens dorment dans nos prisons. Ce que cette dame a vécu, c'est ce que beaucoup vivent. À la différence qu'elle a le courage de venir. Et le courage, là, lui vient de son ras-le-bol. Parce qu'elle en a ras-le-bol. Il y a beaucoup qui vivent cette situation et qui n'ont pas vraiment ce courage. Moi, j'interpelle encore ici là, le personnel soignant de l'hôpital dont il s'agit. Cette dame a déjà beaucoup subi à cause de vous. En ce qui me concerne, monsieur le docteur, c'est toi qui dois demander les excuses et non le contraire. Quand vous demandez à cette dame de venir vous demander les excuses, là, j'ai dit non. Monsieur le docteur, tu as failli à ton devoir. Vous avez prêté serment d'Hippocrate. Vous n'avez pas prêté serment d'hypocrite. Quelqu'un vient vers vous. Vous dites que le ministre de la Santé a lancé une grande campagne de dépistage de porte à porte. C'est pour aller chercher les personnes contaminées du coronavirus, non? Maintenant, quelqu'un vient vers vous disant qu'elle présente les symptômes du coronavirus. Vous ne prenez pas la personne en charge pour essayer de voir de quoi il s'agit. D'ailleurs, vous n'étiez pas submergé. Donc, vous n'allez pas dire que vous aviez du travail. Ou alors qu'il y avait beaucoup de malades et tout ça et que son cas n'était pas aussi urgent. Non. Vous aviez le temps. Donc, vous pouviez très bien prendre son cas et essayer de vérifier si c'est oui ou non le coronavirus. C'est de ça qu'il s'agit. De toutes les façons, continuez la tontine. Hein. Continuez parce qu'on doit clôturer les 1 million d'euros là. Cette semaine-ci, on doit clôturer ça avant la grande messe de samedi. Donc, on doit clôturer les 1 million d'euros là avant la grande messe de samedi. Donc, tontiner. Maintenant, nous allons parler, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans nos prisons. On demande aux gens de décongestionner les prisons.
Libérez les prisonniers de droit commun et autres. Libérez les prisonniers qui n'ont rien à foutre en prison. Libérez les Paul Chouta, les Mamadou Mota et toutes ces personnes qui n'ont rien à foutre en prison. Libérez les Manchon Bibixi et toutes ces personnes qui n'ont rien à foutre en prison. Libérez-les. Parce que la prison risque d'être un foyer de contagion également. Et ce sera très grave vu les conditions dans lesquelles les prisonniers vivent au Cameroun que nous-mêmes on connaît. Je vais vous montrer une petite vidéo et après je vais vite revenir avant de clôturer le live. Entre-temps, appelez-moi Maître Achou, hein, parce que j'ai un show final. Dead for today now. Regardez comment les gens sont entassés comme les boîtes de sardines, comme dans une boîte de sardines. Vous avez vu comment les gens sont entassés comme dans une boîte de sardines. Voilà donc la prison. Imaginez une seule personne dans cette foule-là est atteinte de coronavirus. Une seule personne. C'est tout le monde qui est contaminé. C'est tout le monde qui est contaminé. Alors nous devons battre une grande campagne pour demander qu'on libère tous les prisonniers qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire en prison. On doit tous les libérer, les délits mineurs et consorts. Ils doivent tous les libérer. Au lieu de les libérer, ils sont en train de s'acharner sur Maurice Kamto. Ils s'acharnent sur le président élu. Ils s'acharnent sur le président élu. Vous cherchez les poux sur la calvétie. J'étais en train de parler ici là de Maître Achou. En 2008, Paul Biya a respecté la Constitution. Aujourd'hui, vous venez sur les plateaux télé demander aux gens de respecter Paul Biya. Parce que la Constitution dit que, la Constitution dit que. La Constitution, vous invoquez la Constitution, vous invoquez les lois quand ça vous arrange. Vous tissez les lois, vous tissez la Constitution comme ça vous arrange. Les lois auxquelles vous vous référez là, qui a voté ces lois? Ce n'est pas le RDPC. Nous, on appelle les lois là les lois du RDPC. Parce que le RDPC a toujours été majoritaire écrasante à l'Assemblée nationale. Donc, toutes les lois qu'on vote là-bas, c'est les lois du RDPC. Ils votent les lois qui les arrangent eux. On avait parlé de la loi sur la déclaration des biens. Pourquoi est-ce que cette loi n'a jamais été effective? Parce que ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. C'est bien beau de venir dire aux gens la Constitution est montée, la Constitution est descendue. Paul Biya lui-même, il respecte la Constitution. Est-ce que Paul Biya devait se représenter en 2011? Les problèmes du Cameroun ont commencé quand Paul Biya a modifié la Constitution en 2008 pour pouvoir se représenter en 2011, alors que la Constitution de 1996 stipulait bien que c'est 2 mandats et c'est basta. Il a changé la Constitution. Les gens sont sortis pour contester. Il y a eu quelques centaines de morts et puis c'est bon. Il s'est maintenu au pouvoir. Il a respecté la Constitution. Maintenant, le peuple camerounais est en danger de mort. La Constitution, là, c'est qui écrit? On écrit ça pour qui? Pour protéger le peuple, non? Maintenant, le peuple est en danger de mort. Il se met maintenant en position d'auto-suivi. Vous venez demander au peuple de respecter la loi, de respecter la Constitution. De quelle Constitution s'agit-il? La Constitution que vous modifiez à votre guise. J'aurais bien aimé voir Maître Achou s'acharner et dire même que non. Si nous, on veut parler de Constitution, Paul Biya est un président illégitime depuis fort longtemps et même illégal. Pourquoi? Parce que Paul Biya a modifié la Constitution de 1996 en 2008 dans le seul but de se représenter en 2011, alors que normalement la dite Constitution interdisait formellement qu'il se représente en 2011. Il a modifié la Constitution, il a fait sauter le verrou sur la limitation des mandats pour se maintenir au pouvoir. Voilà, c'est à ce moment-là que vous devriez vous acharner et jusqu'à ce qu'il respecte cela, mais vous ne l'avez pas fait. C'est Maurice Kamto, votre moins cher. Paul Biya a déjà respecté la Constitution quand le Conseil constitutionnel là, que vous avez aujourd'hui là, c'est un Conseil constitutionnel anticonstitutionnel. Le Sénat que vous avez là,
C'est un Sénat anticonstitutionnel illégal. Les députés que vous avez là, tous les députés là sont illégaux. Parce que depuis le jour où Paul Biya avait décidé de prolonger le mandat des députés, prolonger le mandat des conseillers municipaux, c'est depuis ce jour-là que les sénateurs qui ont été élus par les conseillers municipaux, qui avaient vu leur mandat prolongé par Paul Biya, par décret, sont illégaux et illégitimes. Parce que Paul Biya avait prolongé le mandat des conseillers municipaux qui étaient en majorité écrasante du RDPC pour que ces conseillers municipaux puissent voter les sénateurs. Les sénateurs, à leur tour, devaient proposer des membres du Conseil constitutionnel. Donc, il fallait que l'Assemblée nationale soit RDPC. Et même, il avait prolongé le mandat des députés. Parce que le Conseil constitutionnel, c'est le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat qui propose des membres du Conseil constitutionnel et puis le président de la République valide le reste. Donc, il a prolongé le mandat des conseillers municipaux, il a prolongé le mandat des députés. Les conseillers municipaux illégaux, parce que Paul Biya, par décret, avait prolongé leur mandat, ont voté les sénateurs qui étaient à 99% RDPC. Et maintenant, les sénateurs qui étaient à 99% RDPC ont maintenant proposé les membres du Conseil constitutionnel. Kaba Yege Djibril a proposé également les membres du Conseil constitutionnel. Pourtant, lui aussi, il était en situation d'illégalité et d'illégitimité parce que son mandat avait été prolongé par décret par Paul Biya. Ça, c'est anticonstitutionnel et c'est aussi illégal. Aujourd'hui, vous pouvez appeler Paul Biya président de la République parce que le Conseil constitutionnel l'a nommé un Conseil constitutionnel illégal, illégitime. Parce qu'il y a des membres du Conseil constitutionnel qui étaient membres du comité central du RDPC. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. C'est normal de violer les lois. Quand on a demandé les PV signés, c'est où? Maître Achou, tu es avocat. Est-ce que je peux te produire un document qui n'est pas signé et tu attestes que c'est moi? Il faut signer tous les papiers là où il y a les chiffres. On signe pour dire qu'on est d'accord. On ne vous a pas vu vous acharner sur ça. Est-ce que c'était un problème de Maurice Kamto lui seul? C'était un problème d'illégalité au niveau de la loi. Parce que vous aimez souvent montrer que vous êtes des grands avocats tant que ça vous arrange. Alors, comment est-ce que vous pouvez demander, après une succession d'événements illégaux et illégitimes, à quelqu'un qui a été victime de cela, de respecter une constitution que vous avez fabriquée de toutes pièces? Arrêtez un peu ça. S'il vous plaît, arrêtons un peu ça. Si vous voulez qu'on rentre dans l'histoire, rentrons dans l'histoire. Paul Biya est illégal et illégitime depuis qu'il a changé la constitution. On ne vous a pas vu vous acharner. Et maintenant, les pseudo-opposants qui disent qu'ils sont les opposants de depuis là, ils sont en train de voir quelqu'un qui fait leur travail, le travail qu'ils auraient dû faire depuis. Mais les gens qui disent qu'ils sont opposants depuis là, si vous aviez bien fait votre travail, Paul Biya ne devait plus être au pouvoir depuis. Donc, ne venez pas vous en prendre à Maurice Kamto. S'il vous plaît. Ne venez pas vous en prendre à lui. Il n'est que victime de votre bassesse niveau politique. J'ai même vu d'autres dire que oh, Maurice Kamto est nul en politique. Non, mais j'ai envie de rire. Pour vous, la politique consiste juste à être opposant à vie. Ah, c'est quoi ton titre, mon gars? Je suis opposant à Paul Biya. Depuis 40 ans, je suis opposant à Paul Biya. Mais mon frère, tu as ton enfant à la maison qui fait 10 ans en 5e. 10 ans en 5e, mon frère. Tu vas dire que ton enfant... Non, ton enfant est le plus intelligent de la 5e. C'est le plus intelligent de la 5e. Parce qu'il a déjà fait 10 ans en 5e. Bah, tu te présentes contre un candidat une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il te bat tout le temps, il te bat, tout le temps, il te bat. Tu as quand même le courage de venir te présenter à la télévision et dire que tu es un politicien. Mais vous mangez même souvent le clou ou bien qu'est-ce qui vous arrive même souvent? À ces moments-là, on ne voit pas les gens comme les baristas Achou, comme toutes ces personnes qui vocifèrent à longueur de journée. On ne vous voit pas. Le moment où il faut crier qu'on respecte la Constitution, on ne vous voit pas. Mais c'est quand le peuple est en danger. Le peuple est la Constitution. Le peuple est la loi. Et ça, vous le savez. Mais vous allez sur les plateaux télé dans le but de tromper ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Le peuple est la loi. Le peuple est la Constitution. Le peuple est le seul souverain.
Le peuple est le seul légitime et personne d'autre. Le peuple est le seul souverain. Le peuple est la loi. Ce n'est pas pour rien que quand tu veux faire une insurrection et que tu rates, on t'arrête, on te condamne pour trahison. Mais quand tu réussis, on te couvre de gloire. Parce que l'insurrection est illégale. Mais aussi l'insurrection est légale quand elle est portée par le peuple souverain. Vous ne comprenez pas quoi? Donc, arrêtez de vouloir vociférer sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, les machins. C'est parce que j'avais décidé de ne plus aller dans certains plateaux télé. Là, j'allais vous remettre à votre place. Dénoncer les tares et les avatars de ce régime. Le peuple camerounais est en danger de mort. Et il est en position d'autosurvie. Et il n'y a aucune loi, je dis bien aucune loi, qui peut venir interférer quand un peuple est déjà en situation d'autosuivi. On vous a pris des exemples. Il y a des pays où la loi, il y a la peine de mort. Il y a des pays où il n'y a pas la peine de mort. On peut décider d'ajouter la peine de mort dans la loi. La loi, c'est les hommes qui écrivent ça. Hein. Et la plupart du temps, ils écrivent ce qui les arrange. Ils écrivent ce qui les arrange. Alors, Paul Biya, il fait de la Constitution ce qu'il veut. Parce que si Paul Biya respectait le pays, il respectait le Cameroun, il ne devait pas changer la Constitution en 2008. Tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui là partent de là. Parce que le consensus qu'il avait trouvé avec l'opposition en 1996, il n'a pas respecté ça. Il a trompé tout le monde. Il a trompé tout le monde. Et ça faisait partie des résolutions de la tripartite qui avait eu, où c'était en 91, ou c'était combien, je ne sais même plus. Il a trompé tout le monde. Mais on ne vous voit pas. Si vous vous étiez sacrifié autant que Maurice Kamto se sacrifie aujourd'hui, Paul Biya ne serait plus là. On ne devait pas être là en train de bavarder comme on bavarde là. Si Maurice Kamto est en train de subir ce qu'il subit aujourd'hui, c'est à cause de l'incompétence de tous les pseudo-opposants. Et c'est là où on comprend effectivement qu'il n'y a jamais eu d'opposants au Cameroun. Parce que si tous les jours tu manges le chocolat, comment est-ce que tu vas savoir si le beurre est bon si tu n'as pas encore goûté le beurre? Aujourd'hui, il y a une comparaison. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train d'observer le chocolat et le beurre. Alors qu'ils ont passé leur vie à manger le beurre. Aujourd'hui, ils ont pu goûter le chocolat. Et ils disaient, hey, donc il y a quelque chose d'autre que le beurre. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les Camerounais se rendent compte qu'il y a quelque chose d'autre que ce dont ils avaient l'habitude. Vous avez passé votre temps dans la pseudo-opposition à embrouiller le peuple camerounais. Vous dites, je suis opposant, vous tournez comme ça, là, vous prenez la mallette d'argent, vous partez. Le peuple dit, ah, c'est ça l'opposition, hein, c'est ça l'opposition, le jeu politique. Quel jeu politique foutaise? Quand on dit qu'on est opposant, on s'oppose, vrai. On ne vient pas faire semblant sur les plateaux télé et puis on passe par derrière, on prend l'argent, pas non. On s'oppose. Comme vous voyez Maurice Kamto en train de le faire. On a volé sa victoire, mais il est légitime. Il est le président légitime. Donc voilà pourquoi il ne peut pas se laisser faire et il a notre soutien. Et vous le savez, il fait ce que vous n'avez jamais pu faire et c'est ça qui vous énerve. Ce n'est rien d'autre. Vous savez très bien que c'est un monsieur qui connaît le droit. Il connaît à quel moment on viole la loi et à quel moment on ne viole pas la loi. Pendant que lui, il enseignait le droit un peu de partout. Pendant qu'il est respecté sur toute la planète à cause de son niveau intellectuel. Vous êtes là au Cameroun en train de parler comme si vous êtes en train de parler à un Max Seigneur Ivoire. Moi, je n'y connais rien en droit. Mais Maurice Kamto, c'est le pape du droit. Alors, quand il pose un acte, il a bien réfléchi sur les tours et les contours. Surtout au niveau légal, au niveau du droit. On vous dit que la nécessité fait loi. Les totos comme Onangini viennent dire que non, machin, tu sais pas. Toi, tu peux enseigner le droit à Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto ouvre sa bouche, il parle. Il sait de quoi il parle. Et il connaît là où il va te prendre. Quelqu'un dit que je suis le docteur Onangini. Ou tu es docteur, ou tu es médecin, ou tu es docteur de quoi? Docteur des plateaux télé. On n'a jamais rien vu de ce que tu as produit. C'est n'importe qui se lève et il vient dire n'importe quoi, n'importe quand. Quand même. Le peuple est en situation d'autosurvie. Tontiner seulement
On ne devrait plus trop vous chanter de tontiner. Tontiner seulement jusqu'à vous percer la caisse. Et le président élu va en faire bon usage parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. N'oubliez pas, cette résistance est régie par 2 articles. Article 1er, Maurice Kamto a toujours raison. Article 2, même quand il a tort, même quand Maurice a tort, se référer à l'article 1er, c'est-à-dire, il a toujours raison. En d'autres termes, il a eu raison d'avoir tort. Donc, il a raison. La preuve, personne d'entre ces personnes ne peut s'asseoir sur un plateau télé ou bien dans un débat et débattre face à face avec Maurice Kamto. Niveau droit, niveau ceci, il va les éteindre. Qu'est-ce que vous en savez du droit devant le pape du droit? Arrêtez ça. Donc, maître Achou, arrête de chier dans ta culotte. Tout le temps, tu fais que chier dans ta culotte. Ce n'est pas bon, mon père. Vous avez échoué. Laissez aussi qu'une nouvelle personne vienne essayer de vous montrer comment est-ce qu'on fait ce que vous n'avez pas pu faire depuis des années. C'est aussi simple que ça. Le Cameroun a besoin d'un nouveau souffle. Aujourd'hui, le Cameroun navigue à vue. Il n'y a pas de capitaine sur le bateau. C'est un avion qui est en train de planer en pilotage automatique. Le pilotage automatique ne connaît pas quand est-ce qu'il faut atterrir ou bien quand est-ce qu'il faut décoller. Voilà pourquoi il faut automatiquement un commandant de bord. L'autre est aux abonnés absents. Ou il est dans quel cercueil quelque part, ou il est dans quel morgue quelque part, on n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'il a déserté. Il a déserté. Et c'est une trahison. Pour ceux qui ne le savent pas, Paul Biya a commis une trahison envers la patrie, envers la nation. Vous les policiers, les militaires, les gendarmes là, sachez que votre commandant en chef, celui qui s'est accroché au pouvoir là, il a commis une trahison. Il commet une trahison. Il est en train de violer la Constitution parce que la Constitution le condamne de faire des sorties publiques en moment de crise pareil. La Constitution l'ordonne. La Constitution ordonne cela à celui qui dit qu'il est au sommet de l'État. C'est un ordre de la Constitution. Il doit faire des apparitions publiques pour que tout le monde sache que oui, les mesures qui sont prises viennent effectivement de lui. La majorité des messages de fin d'année de 1er mai et consorts sont préenregistrés. Malheureusement pour lui, personne n'avait prévu le coronavirus ici. Donc on ne pouvait pas faire un préenregistrement. Voilà pourquoi le bon monsieur ne peut pas faire de sortie depuis. Non, on vous a dit ici là que pour nous, il est mort. Parce que connaissant la personne, son degré de populisme, il devait tout faire pour faire une sortie. Mais il ne le fait pas. Il est où? C'est une trahison. Un général qui déserte sur le champ de bataille, mais normalement, les soldats ont le droit de lui mettre une balle dans la tête. Ce sont les lois de la guerre. C'est une trahison contre la nation, c'est une trahison contre la patrie. Le pays est en train de vivre une situation grave, catastrophique. Le monde entier est en train de vivre une situation grave et catastrophique. Celui qui dit qu'il est le commandant en chef du bateau Cameroun est aux abonnés absents. Je vais vous dire un truc. Quand un avion est en train de planer et qu'il y a un problème, il y a des possibilités de faire parachuter les passagers. Le commandant de bord est le dernier à se parachuter. Le dernier, parce que même le vice-commandant de bord, le copilote, les 2 copilotes, ils se parachutent. Le commandant de bord, celui qui a la responsabilité de l'avion, est le dernier à se parachuter. Quand un bateau est en mer et qu'il est en train de faire un naufrage, il y a les canaux de sauvetage. Le commandant du bateau est le dernier à monter dans un canot de sauvetage. Et s'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage, il meurt. Il reste sur le bateau, il meurt. Parce qu'il doit s'assurer que tout le monde a quitté le navire. Et il est le dernier parce que s'il s'échappe le premier, dès qu'il met pied sur terre, n'importe quel bateau qui va le récupérer, mais on va dire, mais mon ami, c'est comment? Allez, on va lui mettre une balle dans la tête. On le tue, on le pend. Même chose pour le commandant de bord. S'il est le premier à se parachuter, il s'en fout. Et il dit, voilà les parachutes, débrouillez-vous. Il dit, voilà les parachutes, débrouillez-vous. Il saute. Quand il va arriver là, on va lui dire que, mais mon ami, c'est toi qui avais la responsabilité de tous les passagers là. On va lui mettre une balle dans la tête parce qu'il a déserté le champ de bataille. C'est comme ça. Parlant de champ de bataille, vous êtes en guerre. Votre commandant en chef doit mener les troupes. Il arrive devant l'ennemi, mon frère, il voit que ça tire. Le gars se tourne. Il dit que bon,
Faites comme ça et moi je pars. Bon, je m'en vais me cacher là-bas. Mais mon frère, vous avez le droit, vous soldats, de lui mettre une balle dans la tête parce que là, il trahit la patrie. C'est une trahison. Donc, ce que Paul Biya est en train de faire là, c'est une trahison, de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Parce que si ce n'était pas le cas, le capitaine peut bien, le capitaine d'un bateau peut bien dire, bon, voilà les chaloupes, hein, débrouillez-vous. Le gars monte lui dans sa pirogue, il part. Vous voulez vous monter, vous voulez vous monter pas, c'est pas son problème. Le commandant de bord peut me dire, bon, voilà les parachutes, hein, débrouillez-vous. Il saute, il part. Mais non. C'est exactement ce que Biya a fait. On vous dit que Biya a dit que, bon, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Lui-même, il est confiné en Vomeka. C'est ce qui vous disent que Biya, mais c'est grave. Mais on ne voit pas les maîtres à chou crier sur ça. On ne voit pas les maîtres à chou parler de ça. Mais si c'est pour parler de Maurice Kamto, vous êtes très fort. Tout le gouvernement que vous voyez là, les Manaouda Malachi, les Atanganandi, gros yeux là, les Grégoire Owona, Famendongo, même jusqu'à John Guté, ils ne sont rien devant nos yeux. Ils n'ont jamais été élus. Celui qui dit qu'il a été élu, c'est Paul Biya. C'est à lui que le peuple a remis le mandat. Comme il dit qu'il a été élu là. Donc, ça veut dire que c'est à lui que le peuple a remis le mandat. Donc, c'est lui que le peuple attend. Et non John Guté, Atangan Djilidio, ou bien Grégoire Owona, les femmes Ndongo, tous ces gens-là. Non. Madeleine Tuente, on n'en a rien à foutre d'eux. Rien à foutre d'eux. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Ils n'existent pas pour nous. Les seules personnes qui parlent au nom du peuple, ce sont les élus de la nation. Président de la République, députés, conseillers municipaux. À la limite, les sénateurs. C'est les seuls qui parlent au nom du peuple. Les maires, c'est les seuls qui parlent au nom du peuple. Parce qu'ils ont été élus, ce sont des élus de la nation. On parle d'un pays normal. Hein. Donc, la parole des ministres n'a aucune valeur quand le commandant en chef n'a pas donné les instructions lui-même. Et un papier écrit, ce n'est pas une preuve que c'est vraiment la personne qui a donné les instructions. Je vous avais pris un exemple simple. Si je ne fais pas une vidéo comme je fais là, vous ne saurez pas si c'est moi qui parle ou pas. Quand c'est les posts que vous lisez là, il y a au moins 5 administrateurs sur ma page. Comment est-ce que vous allez savoir que c'est moi? Même si vous voyez que c'est signé Max Senior, il voit Max. Un administrateur peut écrire et il signe. Avec Max Senior, il voit. Comment vous saurez que c'est moi? C'est la même chose qui se passe. On vous présente des décrets. On vous dit que Paul Biya a signé un décret. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est Paul Biya qui a signé ce décret? On va vous montrer sa signature. Les signatures scannées même à la limite. Les signatures, même si ce n'est pas scanné, on les imite. On imite les signatures. Donc, on peut bien imiter là. Il peut avoir un professionnel d'imitation des signatures, même à étudier là-bas. Et puis, on prend le cachet de Paul Biya, on pose sur ça, on dit que c'est lui qui a décrété. Qu'est-ce que vous en savez si lui-même, il ne sort pas pour dire? Donc, vous, les Camerounais, là, quand on vous dit que Paul Biya dit que vous dites que lui-même, il est où? Donc, Maître Achou, voilà ce dont sur quoi vous devez vous pencher et vous acharner. Demandez aux gens là où est Paul Biya. Qu'on nous amène son cadavre, c'est tout. Donc, arrêtez de vous acharner sur Maurice Kamto. Il ne fait que chercher à aider le peuple à son petit niveau. Parce que vous avez confisqué tous les appareils de l'État. Les gens là ont confisqué tous les appareils de l'État. Donc, à son petit niveau, Maurice Kamto, le président élu, essaye d'aider le peuple comme il peut. Donc, arrêtez de vous acharner sur lui. Il ne vous a rien fait. Au contraire, il est en train d'essayer d'aider le peuple à survivre et à faire face à cette pandémie. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était Max Senior officiel. Et je vous invite, c'était Max Senior, il ne voit pas officiel. Oh, je vous invite à tontiner dans le lien. Tontiner dans le lien. Parce que quand je pense que tontiner a le goût, quand je pense je veux tontiner,
quand je pense que ton tiné a le goût, quand je pense, je veux tontiner. Oh, oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Est-ce que vous avez compris? Et quand je pense que tontiner donne la joie, et quand je pense, je veux tontiner. Et quand je pense que tontiner donne la joie, et quand je pense, je veux tontiner. Oh, oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Hein? Voilà. Donc, les gars, tontinement vôtre, s'il vous plaît. Et rendez-vous très prochainement. Do you understand me? Hey, what the hell? Bon, je vous regarde.